Les podcasts de la paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. De certains États, des capitaux absolument faramineux, et avec ces espèces de projets science-fictionnels, disons, qui sont des projets radicalement inégalitaires, radicalement hiérarchiques et profondément opposés à toute forme de démocratie. Oui, donc on parle là d'une idéologie qui est principalement dessinée par les grands patrons de la tech que tu viens d'évoquer. Le concept de technofascisme a aussi été beaucoup plus sollicité à partir du moment où Donald Trump est revenu au pouvoir. Est-ce que, Gérald, tu as envie de nous présenter un peu plus ces patrons, la mafia PayPal, Peter Thiel, les noms que Norman vient de mentionner? Oui, vaste travail. Alors là, je parle sous le contrôle de mes collègues. En gros, effectivement, ça tout se déroule en fait avec... tout le monde a vu probablement, vous avez peut-être tous vu cette image un peu iconique des patrons de la big tech. Donc on avait Jeff Bezos, Sundar Pichai, Elon Musk. Il n'y avait pas Sam Altman sur la photo, mais donc ils étaient presque quasiment tous là. Donc en janvier 2025 pour l'inauguration de la deuxième présidence de Donald Trump. Et donc à ce moment-là, il y a une forme de réalisation un peu du monde entier où ce qui était déjà connu, qui avait déjà eu lieu pendant les présidences précédentes, c'est-à-dire en gros le financement des campagnes des candidats par les acteurs économiques principaux américains qui... Bon, là, c'est clairement pas un secret. En gros, tous ces acteurs-là financent d'un côté comme de l'autre, démocrates comme républicains, au cas où si un des deux candidats gagne, enfin forcément un des deux candidats gagne, mais qu'il soit toujours bien positionné. Mais là, il y a eu vraiment une espèce d'effort conscient de la part de ces acteurs-là pour pouvoir financer la campagne de Donald Trump. Et puis derrière, on a vu un certain nombre d'alignements aussi philosophiques de ces acteurs de la tech qui ont embrassé une vision assez masculiniste, assez très portée sur la liberté d'expression aussi, avec cette notion là du premier amendement qui a été très mise en avant, où toutes les paroles se valent, donc on peut aussi bien faire parler un nazi que quelqu'un d'autre, mais finalement il vaut mieux faire parler les nazis aujourd'hui que les autres. Et puis voilà, donc il y a eu aussi un rapprochement, en fait, une mise au service des infrastructures technologiques que ces gens-là ont déployées au service donc du gouvernement américain pour l'aider en fait à avancer dans son projet. On l'a vu avec ICE notamment, donc la police de l'immigration aux États-Unis, qui est appuyée, on va dire, par Palantir, par d'autres entreprises qui en fait étendent le champ de la surveillance électronique numérique sur le territoire américain et par ailleurs, d'ailleurs, au-delà de ça, puisque Palantir a des activités à peu près partout dans le monde, y compris en France, dans les conflits d'Asie mineure, etc. Donc, en fait, on se retrouve quand même avec des entreprises qui sont tentaculaires, on va dire. Et donc, typiquement, en fait, ce technofascisme se dissout, en fait, avance comme ça, sans avoir le nom, bien évidemment. Il n'y a pas une étiquette je suis technofasciste sur tous les produits Microsoft ou autres, mais globalement, il y a quand même, en fait, une mise au service de ces outils-là pour un pouvoir autoritaire, impérialiste, avec une dimension coloniale forte. Enfin bref, et ça, pour le coup, au centre du dispositif, on a donc Palantir. Donc Palantir, c'est ce que disait Norman, c'est le président, c'est Peter Thiel, qui est donc est un argentier de la Silicon Valley, qui n'a pas été qui n'est pas connu depuis très très longtemps, même qui continue encore d'être un peu ignoré globalement du grand public, mais qu'on connaît bien, puisque c'est lui qui a fondé avec Elon Musk PayPal. Donc là, pour le coup, dès que vous passez, vous utilisez PayPal, dites-vous qu'il y a de ça derrière, qu'il y a ce monsieur derrière. Et puis, il est secondé par un espèce d'énergumène qui s'appelle Alex Karp. Alex Karp, voilà, j'avais perdu le prénom. Et Alex Karp,
lui, c'est pareil. En fait, c'est un individu un peu étrange parce que il surfe un petit peu. Il a été un peu démocrate, puis après il est passé chez les Républicains. Il surfe un peu sur des idées très particulières. Typiquement, il s'illustre systématiquement, que ce soit à Davos ou ailleurs, en avançant un peu des propos chocs. Alors que ça soit sur la surveillance, sur le futur de l'emploi par l'IA. Donc voilà, et il est régulièrement filmé dans des États un peu proches de l'Ohio, là, en mode voilà, où il y a définitivement l'influence de quelques produits. Et donc voilà, c'est ces gens-là qui sont à la tête de Palantir, mais c'est ce côté un peu folklorique où Peter Thiel qui vient en Europe faire une tournée à Paris, à Rome, pour parler d'antéchrist, pour parler de notions qu'on verra probablement après, mais donc qui sont des notions en fait qui mobilisent pour pouvoir en fait on va dire saper entre guillemets de son point de vue un peu les fondements de la démocratie, en tout cas la critiquer très 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 fortement. Voilà, c'est des gens qui sont un peu haut en couleur, qu'on pourrait éventuellement regarder un peu de loin, mais qui ont un impact très concret en fait sur l'ensemble de nos vies, de nos économies. Voilà. Donc ça c'est pour Palantir. Évidemment, Peter Thiel étant le grand argentier de tout ça, il a des billes à peu près partout, chez Facebook et ailleurs. Donc après, on a effectivement Mark Zuckerberg, que vous connaissez bien, puisque vous avez tous une application au moins de ce monsieur-là dans votre téléphone portable. Donc lui, c'est pareil. C'est-à-dire que en tant que vecteur, en tant que propriétaire de ces plateformes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, en réalité, il a un pouvoir immense en fait sur la régulation quelque part un peu du discours, de la manière dont on s'informe, dont on parle, dont on échange, typiquement en fait c'est quelqu'un qui a dès que Donald Trump est arrivé a annoncé qu'il allait renoncer un peu à la modération, même très concrètement à la modération de ses contenus sur les plateformes. Donc il y a une forme également, par exemple, de retrait en fait de l'information aussi sur ces plateformes. C'est-à-dire que globalement, on a aussi une tendance, notamment sur Instagram et sur Facebook, à moins voir de contenu d'information, parce que précisément il y a un objectif clair et affirmé de les mettre en retrait. Alors à la fois pour satisfaire des besoins économiques et d'usage sur la plateforme, c'est-à-dire en gros vous laisser le plus longtemps engagé avec un certain nombre de contenus qui ne viennent pas en fait trop vous éveiller pour que d'un coup vous ayez envie de sortir et de crier. Donc en gros l'idée c'est vraiment de vous protéger, de vous mettre dans cette bulle un peu de bien-être, etc. Vous passez des pubs plus ou moins déguisées et de vous retirer en fait les flux d'informations, sauf si vous êtes allé dans les paramètres spécifiquement pour aller autoriser ça. Donc en gros, on retire en fait la connaissance de notre monde, quoi, et la capacité d'en discuter de ces plateformes alors qu'elles sont centrales. Et puis évidemment Elon Musk, alors là, c'est le nazi en chef qui a fait connu à la fois parce que il a fait Tesla, il est à la tête de Tesla, il est à la tête de SpaceX, évidemment qu'il a racheté X, donc l'ex-Twitter, en débarquant dans les locaux avec un lavabo ou un bidet, je ne me rappelle plus exactement, ou des toilettes carrément. Donc voilà, donc c'est le personnage qu'on connaît, dont tout le monde soupçonne qu'il est sous kétamine et qui a évidemment donc fait ce salut nazi que tout le monde a repris en boucle à peu près partout, et qui lui a incarné en fait là typiquement le rapprochement filial en fait entre Donald Trump et la tech, en se positionnant donc dans un statut un peu bizarre, étrange, puisqu'il était ni fonctionnaire, il était un peu consultant extérieur à la tête du DOGE, donc c'était ce département d'optimisation des services publics américains. En gros, c'était une émanation un peu américaine de ce qu'avait fait Javier Milei en Argentine, et que espère faire Eric Ciotti un de ces jours avec à coup de tronçonneuse, c'est-à-dire couper dans les services publics à fond. Et donc voilà, en fait, Elon Musk,
s'est projeté comme ça sur le devant de la scène politique. Je pense que ça lui a d'ailleurs un peu coûté à bien des égards, notamment au niveau financier. Mais il a réussi à imposer aussi une vision extrêmement forte avec X, où évidemment, il y a des millions de gens qui débattent aussi et qui étaient un peu le repère jusque-là à la fois des hommes politiques, des femmes politiques, des influenceurs, des journalistes évidemment, des institutions, etc. Il a commencé en fait à mettre la main sur ce réseau d'influence qui était où il a libéré aussi une forme de parole d'extrême droite aussi également en retirant la modération et en autorisant en fait tous ces contenus-là à exister. Alors maintenant, vous savez qu'il y a un gros débat, quitter X ou pas. L'idée, c'est que globalement, effectivement, il vaudrait mieux ne pas abonder à ce genre de plateforme. Mais voilà, on se rend bien compte qu'en fait, ces personnages sont bien là. Et puis un qu'on entend moins, c'est Jeff Bezos, qui est quand même, lui, beaucoup plus discret, entre guillemets, même si il s'est illustré récemment, parce qu'il a un peu diminué la force de frappe du Washington Post, enfin même considérablement, puisqu'il a viré tout un tas de journalistes, je crois que c'est 300 journalistes de mémoire, à vérifier. Mais globalement, donc, sur les leviers dont il dispose, il en use pour pouvoir amoindrir un petit peu les effets que pourrait avoir le journalisme sur l'administration américaine. Et puis, en revanche, lui, il est dans une position idéale parce qu'on parlait, il y a cette notion-là d'infrastructure qui plane derrière en fait toute la question technologique. Et en fait, lui, il est au cœur en fait de cette dimension infrastructurelle. Il dispose en fait des data centers, des serveurs avec Microsoft, mais c'est lui le leader du marché aujourd'hui. Par où passent donc ces outils, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les plateformes, que ce soit tous ces éléments-là. Et on le voit d'ailleurs très concrètement, puisque dans les derniers investissements que Amazon a réalisés pour soutenir, en fait, que ce soit OpenAI ou Claude, précisément, il soutient les deux, parce qu'il sait très bien que s'il soutient les deux, ou Meta, ou d'autres, en fait, ils vont être obligés de passer par ces tuyaux, et comme il est le maître des tuyaux, en fait, il va pouvoir leur faire payer exactement ce qu'il veut. Donc, renforcer aussi cette domination-là sur le marché. Et puis, toutes les livraisons par le biais d'Amazon, là aussi, il y a toute une dynamique d'extraction, etc., etc. Je ne vais pas faire trop long non plus. Voilà. Tu nous décris un écosystème de patrons de la tech, grands milliardaires, proches des cercles du pouvoir aux États-Unis, qui ont une force de frappe économique énorme, dont les technologies sont déjà adoptées par la majorité des personnes dans la place, dans la pièce, sur nos téléphones, dans la mafia PayPal, dans ces cercles de pouvoir-là. Il y a aussi les créateurs de LinkedIn, de Uber, de Lyft. Voilà, encore toute une série de plateformes et de technologies qu'on utilise au quotidien. Tu as dit aussi que, évidemment, ils se rapprochaient des cercles du pouvoir dans l'objectif qu'il y ait une dérégulation, que leurs entreprises soient moins régulées, pouvoir faire évidemment plus d'argent. Mais quand on emploie ce terme de technofascisme, on se demande un petit peu c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle l'émergence du technofascisme, ce que tu nous décrivais, Norman, au début de la conférence, et le capitalisme numérique. Où est-ce qu'il est le point de bascule entre ces immenses entreprises de la tech qui font beaucoup d'argent et qui sont quasi monopolistiques, etc., et vraiment un projet politique de domination technofasciste? Où est-ce qu'on met à quel moment est-ce qu'il y a une bascule et comment est-ce qu'on différencie? Beaucoup des entreprises que tu as décrites n'ont pas été des objets, des cibles d'investissement par hasard. C'est quelque chose que Peter Thiel a théorisé et il est intéressant dans ce cadre-là parce qu'il investit dans énormément des entreprises ou des applications qu'on utilise. Airbnb, Lyft, Meta, c'est le premier investisseur de Facebook qui est devenu Meta, Spotify, bref, énormément d'applications que tout le monde utilise effectivement. Et il ne considère pas uniquement ces investissements à partir de la perspective d'un retour sur investissement juteux. Il considère que
toutes les entreprises, toutes les applications, toutes les startups dans lesquelles il investit doivent posséder une mission. C'est très important dans l'histoire des États-Unis, ce concept de mission. Évidemment, les églises ont une mission, les universités ont une mission. Elles doivent faire quelque chose, elles doivent transformer la société. Et donc, l'objectif de chacune de ces applications est très précis et doit être en résonance avec le projet politique général de Thiel. Certaines de ces applications ont pour but de saper de l'intérieur l'État-providence ou les protections sociales. Le fait de squeezer des cartels professionnels, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on utilise Lyft pour bypasser les taxis, pardon pour l'anglicisme, Airbnb pour détruire les réseaux d'hôtels, etc. Tout ça est fait avec une logique qui est implacable, qui vise à, si j'ose dire, terraformer nos sociétés de manière à affaiblir l'État de l'intérieur et notamment l'État-providence. C'est parfois plus évident encore dans le cas, par exemple, de la manière dont l'algorithme de X dont on a parlé, à partir du moment où on est passé de Twitter à X, a été modifié par Elon Musk. Et il est évident que la mise en avant de contenus d'extrême droite, par exemple, a été assez évidente, beaucoup de gens l'ont remarqué. C'est une manière de fasciser notre rapport à la prise d'information. Et ce qui est évidemment, qui peut avoir un effet considérable, puisque tous les journalistes, il y a encore peu de temps avant qu'ils y partent, tous les journalistes étaient sur X. Tout le monde est sur X. Et donc, Musk savait très bien qu'en transformant notre rapport, le rapport des utilisateurs à la prise d'information, ça pouvait avoir un effet de domino considérable sur la société. Transformer l'algorithme de X, ou la manière dont il remanie sans cesse Grok, l'intelligence artificielle qui participe de X, de façon à ce qu'elle colle exactement à la vision du monde de Musk, participe aussi de ça. Il s'agit de transformer notre rapport à la prise d'information et partant notre vision du monde. Et plus spectaculaire encore, c'est évidemment Palantir. Palantir qui est cette entreprise qui produit des logiciels qui sont notamment utilisés par des banques, mais aussi et surtout de manière plus spectaculaire des corps d'armée ou des forces de l'ordre. C'est utilisé par les forces de défense israéliennes, c'est utilisé par ICE aux États-Unis, c'est-à-dire la police des frontières, c'est utilisé par la DGSI en France, et c'est une entreprise qui fabrique, notamment avec son produit qui s'appelle Gotham, qui modélise, de l'aveu même de Alex Karp, le CEO de Palantir, ce personnage haut en couleur, qui modélise ce qu'il appelle lui-même des kill chains, c'est-à-dire des chaînes de mise à mort. En gros, c'est un logiciel qui explique aux flics ou aux soldats comment faire pour trouver une cible, comment faire pour aller jusqu'à cette cible et comment faire pour la mettre à mort. C'est exactement ce qui est vendu aux gens. Et donc, à partir du moment où on a des forces de l'ordre qui utilisent, par exemple, Palantir, eh bien, tout leur rapport à la prise de décision stratégique entre dans les carcans prévus par Palantir. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans toute une vision du monde qui est contenue et ça devient d'autant plus préoccupant lorsqu'on sait que, par exemple, NHS, c'est-à-dire l'assurance santé de Grande-Bretagne, utilise également Palantir, ce qui lui permet de moissonner nos données, enfin les données moi je vivais en Grande-Bretagne il n'y a pas longtemps, donc les miennes y sont, c'est bon, je suis cooked, mais de moissonner les données des utilisateurs et pour nourrir évidemment leur intelligence artificielle maison et pour faciliter le déremboursement de certaines prestations, etc. Bref, ces entreprises-là sont pas seulement des mannes financières pour ces CEO stratèges de la tech, mais elles suivent des missions qui visent à transformer de l'intérieur les sociétés, à les rendre plus brutales,
détruire les prestations sociales auxquelles nous sommes encore pour le moment censés avoir droit, et aussi, fasciser de l'intérieur les forces de l'ordre et rendre les armées les armées, notamment les armées des nations impérialistes, plus meurtrières encore. Voilà. Tu parlais au début de cette ambition dans le projet technofasciste que l'entreprise capitalistique, ces grandes entreprises viennent se substituer à l'État. Tu viens de nous montrer comment les États-nations sont en train peut-être de tomber dans une forme de dépendance à ces technologies, ou en tout cas comment les technologies de groupes comme Palantir, mais aussi comme d'autres grands groupes du numérique infusent dans les États. Quelle différence, parce que si on pense au fascisme, le fascisme qu'on a connu historiquement, ou au néofascisme qui pourrait revenir en France, quelle différence entre le projet, on va dire, fasciste d'une extrême droite, même de l'extrême droite française, et le projet technofasciste? Quelle différence entre ces deux idéologies? Pour répondre, je vais répondre très, très rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais il y a toujours eu un paradoxe à l'intérieur même de la pensée fasciste, un paradoxe presque insurmontable, qui est que à la fois les grands leaders fascistes, le Duce et le Führer, étaient censés être des individus exceptionnels, qui étaient censés avoir un pouvoir quasiment illimité sur l'État, mais en même temps, leur pouvoir, leur caractère exceptionnel ne dépendait que de la capacité du peuple à investir en eux leurs espoirs et à les reconnaître comme l'expression de leur volonté. Donc il y avait toujours cette espèce de paradoxe entre une référence constante au peuple, à la légitimité du peuple, et le fait que cette volonté du peuple pouvait s'incarner en un seul individu. Cette dimension populaire dans le technofascisme est complètement abandonnée. C'est-à-dire que, ça c'est quelque chose qu'a dit de façon assez remarquable et remarquée Peter Thiel, l'avantage de la technologie, c'est qu'elle permet de transformer de fond en comble les sociétés sans avoir à demander l'assentiment de la population. L'adoption de nouvelles technologies rend possible un chambardement considérable dans la vie de tous les jours, sans que personne, des gens de base finalement, l'ait décidé. Il y a un antipopulisme, si j'ose dire, radical dans le technofascisme. Ce sont des technologies qui, la plupart du temps, si on pense à Palantir, etc., qui sont vouées à être adoptées par une élite. Si on pense à SpaceX, personne ici dans cette pièce va aller dans l'espace, évidemment. C'est uniquement pour l'élite, par l'élite. Et c'est à partir d'accords entre, si j'ose dire, les grands de ce monde, entre les plus puissants, qu'on vise à changer la société, à la changer pour leurs bénéfices, et encore une fois, des bénéfices qu'on peut imaginer même allant jusqu'à une transformation de leur structure génétique même, ou du couplage homme-machine, etc., qui viserait à en faire une espèce supérieure. Et donc, c'est une version du fascisme qui se débarrasse complètement de toute cette espèce d'embarras démocratique qui a toujours été un petit peu l'épine dans le pied du fascisme, quoi. Le fait qu'il faut quand même convaincre les gens, il faut qu'ils soient plus ou moins contents, il faut même les fanatiser par la propagande à l'occasion. Ce rapport à la technologie qui est celui du technofascisme permet de se débarrasser complètement de cela, et disons, d'un point de vue symbolique, ça déclenche aussi des expressions de mépris à l'égard des populations ordinaires qui est tout à fait spectaculaire parfois. Là-dessus, la numérisation de nos quotidiens, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut tous et toutes comprendre, l'omniprésence de la technologie pour médier à peu près tout ce qu'on fait dans nos emplois, pour se connecter, pour accéder aux services publics. Ça, c'est aussi un peu le propos d'une bande dessinée que tu as terminée, qui va sortir la semaine prochaine, Nicolas, qui s'appelle Un grain de sable dans la machine, aux éditions Le Passager clandestin et Sciences critiques. Et la dessinatrice, c'est Juliette Brigand. Voilà, Juliette Brigand. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ce travail? Ça parle justement de ce que Norman vient d'évoquer.
Oui, bien sûr, merci pour le coup de promo. Elle sera disponible, Science Critique, au stand là-bas. Fallait que je le redise. Mais merci beaucoup. Je vais essayer de raccrocher ça aussi à ce que tu viens de dire. En étant du coup plus dans une posture de journaliste et moins de philosophe, donc un petit peu moins sur l'analyse de discours en tant que ce que dit le discours, mais en tant que pourquoi est-ce que ces discours sont produits d'un côté. Et en fait, je révisais avant de venir ici en relisant un texte de Umberto Eco, le philosophe italien, qui est Comment reconnaître le fascisme. Et ce qu'il dit aussi, c'est que le fascisme, à la différence, par exemple, du nazisme, c'est pas une idéologie qui est cohérente en elle-même. Et je pense que c'est peut-être important à avoir ça en tête, parce que notamment, tu disais à l'instant, enfin, dans ta prise de parole précédente, qu'ils promeuvent la liberté d'expression, mais qu'en même temps, ils modèrent certains contenus. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils avancent, tous ces personnages qu'on vient de présenter, tout un tas de discours qui sont incohérents entre eux. Et quelque chose qui me semble intéressant, dit là-dessus par Nastasia Hadjadji, qui travaille avec toi et qui t'a interviewé, donc je fais le croisement comme ça, c'est que le technofascisme peut se nourrir de ces incohérences. En fait, parce qu'il propulse un projet qui est à la fois capitalistique, etc., mais qui est entouré d'une sorte d'appareillage vaguement idéologique, mais qui est peut-être en fait moins une sorte de fond culturel d'enfants bercés à de la SF pas très élaboré. Enfin, c'est quand même assez rudimentaire, hein, quand on s'intéresse à leur idéologie, c'est pas quelque chose d'extrêmement structuré. Et en revanche, je pense qu'on peut repérer certaines caractéristiques communes. Umberto Eco, il essaie de dire qu'est-ce que ce serait le lourd fascisme, qui est une sorte de fascisme général, ou quels seraient ces piliers-là. Et il y a deux choses qui me semblent extrêmement importantes à avoir en tête là-dedans et qui nous concernent en fait individuellement, parce que là, on parle aussi de ces gens-là qui sont de l'autre côté du monde, qui sont les gens les plus riches du monde, donc ça peut nous sembler un petit peu loin. Moi, ce que j'essaie de dire, notamment avec cette bande dessinée, c'est de quelle manière est-ce que ce qu'ils produisent, les dispositifs qu'on a dans la poche plutôt que leurs idéologies, nous conditionnent un petit peu à leur manière, à certains traits qui sont plutôt ceux d'une société fasciste. Et l'un de ces traits essentiels, à mon avis, c'est que le lourd fascisme a une peur de l'altérité, de l'autre, de la diversité. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi est-ce que c'est d'un racisme abyssal. Et c'est pour ça où aussi convoquer les Black Studies sur ce sujet, c'est essentiel et on ne peut pas faire sans. Et vraiment, enfin, je pense que tu fais un travail salutaire de ce côté-là pour vraiment montrer toutes les dimensions coloniales de leurs produits. On pourrait parler des infrastructures des esclaves qui travaillent pour les minerais, les 50 minerais qui sont dans nos téléphones tous les jours. Mais un autre truc que je pense peut-être plus insidieux, qu'on s'imagine peut-être moins par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette peur de la diversité ? En fait, ce que j'essaye de démontrer par mes travaux, c'est le fait que plus on utilise les technologies produites par tous ces gens-là, moins on est tolérant à l'imprévu et à l'altérité, à ce que l'on ne peut pas contrôler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans ce que l'écrivain de science-fiction Alain Damasio appelle le technococon, qui est un concept un peu qui répète inlassablement, mais qui me semble intéressant. En fait, c'est l'idée de dire que toutes ces infrastructures qui produisent, elles nous enferment dans quelque chose où on est dans cette illusion, dans ce désir de puissance et de contrôle, et qui nous permet de nous serrer un petit peu les coudes et de donner un sentiment d'appartenance qui est peut-être, ça resterait à valider, mais l'héritier de ce que pouvaient donner des sociétés fascistes dans leurs contradictions, etc. Mais en fait, le fait de savoir à quelle heure on va arriver une fois qu'on a mis son itinéraire sur Google, avec qui on peut parler, de pouvoir regarder 3 fois par jour la météo, tous ces petits moments où on a l'impression qu'on contrôle le monde qui nous entoure via notre téléphone, et tous ces moments où on choisit l'information qui nous arrive en filtrant par ces réseaux sociaux, à qui on s'abonne pas, qui est-ce qu'on bloque, qui est d'ailleurs un choix très illusoire, parce qu'en fait, on ne contrôle rien du tout de ces canaux-là, mais en fait, nous permettent de nous donner l'impression que par leurs outils, par le téléphone, par la technologie, on va pouvoir modeler le monde de sorte à avoir une prise dessus. Et ça, c'est un autre des points que donne le fascisme, c'est de jouer sur la frustration des classes populaires en leur faisant croire qu'elles pourront en fait aussi accéder à un statut d'élite. Alors, je ne rentre pas dans le détail de savoir si c'est une élite transcendantale ou pas, mais en fait, je pense qu'il y a aussi ce corollaire qui est qu'on a de moins en moins de prise sur le monde, et nos smartphones, nos technologies nous donnent l'impression qu'on peut en fait reprendre du pouvoir, reprendre du contrôle.
Et là, il faudrait faire une différence entre ce que Spinoza appelle le pouvoir et la puissance, mais je ne vais peut-être pas me lancer là-dessus. Mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, de dire qu'en fait, eux, c'est une bande de cinglés qui ont peur de tout ce qui ne leur ressemble pas. Et c'est pour ça que c'est que des mecs blancs, de plus qu'un certain âge, socialisés dans les mêmes environnements, racistes par essence, etc. Et en fait, voir les effets que ça peut produire en nous, où je pense que en utilisant toutes ces technologies, on se ferme à une capacité à s'ouvrir à l'altérité, à ce qui nous échappe, à ce qui nous contrôle, et ce qui explique aussi une peur de tout ce qui est le monde vivant qui fourmille, qui nous échappe, et qui n'est pas rationnel, qui ne réagit pas à nos ordres qu'on pourrait leur donner, quoi. Alors je retiens deux choses, et beaucoup plus évidemment, mais de ton intervention. La première, c'est la question du contrôle, de la capacité qu'on a ou pas à contrôler ce qui nous entoure. Et au final, que par le truchement du numérique, on est surtout de plus en plus contrôlé. Donc c'est quelque part l'ambition aussi, hein, c'est dans l'idéologie technofasciste, mais c'est aussi le fait, et ce sont des décisions politiques prises par nos États-nations. En France, on peut penser à l'essor de la vidéosurveillance algorithmique au moment des Jeux Olympiques. On sait aussi que voilà, toutes les messageries en ligne, qu'il y a des moyens de surveillance et de contrôle de la population aussi dans ces technologies, et qu'elles ne sont pas que l'apanage des technofascistes. On est en France, on est en Europe, c'est pas exactement la même chose que les États-Unis en termes de régulation. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le technofascisme s'importe en Europe? Est-ce qu'il est en train de s'importer en Europe? De quelle manière? Gérald? Ouais. Il y a ça. Alors, je suis pas à ce point-là spécialiste, en tout cas dans la finesse de l'analyse, pour voir si effectivement, si je pense qu'il y a quand même il y a une par le biais de ces technologies-là, évidemment, comme on en est usager, et par le biais aussi d'une dimension, tout simplement, hein, le système capitaliste qui entoure en fait ce dispositif, et donc qui met à disposition à ces entreprises des moyens pour pouvoir en fait dominer des marchés, exclure aussi certaines autres propositions, notamment dans la tech, puisqu'on parle là d'une vision de la tech très précise, très impérialiste, très dominante, très top-down, comme on dit chez nos amis start-upers. Mais en gros, il existe aussi de l'open source, du libre et d'autres alternatives, la création de communs, etc., qui sont d'autres approches en fait du numérique, et qui se font évincer petit à petit, où on privatise littéralement des espaces. Hein. Internet a été littéralement confisqué quelque part à l'ensemble des utilisateurs dans une certaine mesure, puisque même quand vous traversez le web à partir de Google, c'est plus une petite balade que vous pouvez faire avec en toute sérendipité, vous allez d'un site à l'autre, c'est un algorithme qui va vous recommander un certain nombre de choses, donc il y a une forme de guidage en fait des choses les plus importantes à voir, selon qui. Vous voyez, en fait, c'est donc cette espèce de ce maillage en fait de technologie qui est poussé, qui est boosté par en fait cette dimension capitalistique. Évidemment, elle nous touche toutes et tous, tout au quotidien, en permanence, et ça devient des outils qui représentent un levier suffisamment nécessaire pour que, en réalité, des partis politiques, des acteurs qui tentent d'obtenir de l'influence s'en emparent. Donc oui, en France, on voit bien l'extrême droite qui s'empare de ces canaux pour pouvoir imposer. On l'a eu. Ouais. On vous l'avait promis, on l'a eu. D'accord. Mais donc du coup, en fait, on a eu donc l'extrême droite qui est très présente. Et puis au-delà de l'extrême droite, qui est le côté très évident de la chose, en fait, oui, effectivement, on a de la vidéosurveillance algorithmique qui se déploie. On a des systèmes comme ça qui
en fait, par aussi, comment dirais-je, besoin, enfin, par prétexte sécuritaire, vont être installés dans des villes. Alors, il y a eu une surenchère là, sur le municipal, c'était assez drôle d'ailleurs de regarder. C'était notamment à Nice, où c'était, je vais mettre 4500 caméras, non, moi 6500. Il y en a déjà 8000. Mais... Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'était qui avait le plus grand nombre de caméras. Enfin, il y avait un côté ridicule, d'autant qu'en plus, personne ne regarde vraiment derrière, donc il faut mettre des algorithmes d'intelligence artificielle pour regarder toutes ces heures de vidéos, détecter éventuellement quelque chose. Bon, enfin, c'est absolument un non-sens. Et en plus, effectivement, tu le disais sur la VSA, notamment pour dans l'expérimentation qui a eu lieu pour les Jeux Olympiques, c'est une expérimentation qui a montré absolument aucun résultat probant. C'est-à-dire qu'en vrai, ça a zéro efficacité. Donc, ce qu'on fait, c'est que par tous ces dispositifs, on met en place en fait un volume de capteurs dans notre environnement qui est juste dingo. Et encore, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les promesses de la robotique domestique là, sur Internet. Donc des robots humanoïdes qui sont promis à venir chez nous, faire la lessive, plier le linge, etc. Et donc, il y a déjà des modèles qui sont commercialisés. Pour 20 000 €, hein, vous pouvez vous offrir ça. Donc, c'est le prix d'une petite Clio. Donc c'est pas mal, quoi. Il y a de quoi faire des promesses un peu dingo. Mais tout ça, c'est des capteurs, en fait. C'est des capteurs qui rentrent dans nos vies, qui vont, en fait, collecter des points de données, qui vont être contrôlés à distance, comme il y a un robot qui s'appelle Neo. C'est carrément quelqu'un qui est de l'autre côté du robot, qui en télémétrie va piloter le robot pour faire la vaisselle. Mais demain, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va voir ? Il y a déjà eu tout un tas de problèmes avec des robots aspirateurs qui prenaient des photos des gens quand ils étaient aux toilettes. Enfin, vous voyez, donc c'est cette dimension-là de maillage, de capteurs, de récupération de points de données. C'est pas anodin, puisqu'en fait ces points de données là ensuite sont récupérés par des entreprises qui vont les collecter pour les utiliser, mais aussi pour les mettre en vente sur des marchés parallèles, pour pouvoir ensuite, créer en fait cette espèce de maillage de connaissances en fait global. Et en gros, c'est marrant parce que là je suis en train de regarder The Man in a High Castle voilà, donc c'est la série qui a été adaptée du livre de Kadik. Bon, on sent bien quand même qu'il y a une espèce de truc d'ultra surveillance. C'est un peu ce que disait, c'était la société de surveillance que Shoshana Zuboff décrivait, mais il y a ce truc-là, en fait, de captation de la donnée. Et donc, effectivement, on y est tous, y compris en France, assujettis, et il y a de plus en plus cette dimension-là qui fait que, c'est ce que tu décrivais, en fait, du coup, on a de moins en moins la capacité de reprendre aussi le contrôle en fait sur ces éléments-là. Vous voyez le temps que vous passez sur vos téléphones portables, tous vos comportements sur téléphone portable sont autant de points de données qui renseignent en fait ces industries et qui vont permettre en fait la mise en place et le développement de leur stratégie et de leurs envies idéologiques, quoi. Et donc des technologies façonnées par des grands méchants qui nous surveillent, qu'on nous impose un peu malgré nous, qui nous surveillent, qui ont un poids écologique et humain terrible. Tu l'as mentionné, Nicolas. Je ne sais pas si on aura le temps de s'étendre sur ce sujet, mais voilà, tout de même rappeler que le poids de l'infrastructure, il est brutal, il est sanglant, et ça, en lien avec ce que disait Norman au début sur sa dimension profondément raciste et coloniale. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut lutter ? Je parlais avant de l'Europe. Est-ce qu'il y a des pistes de résistance à chercher du côté de la régulation ? Est-ce que vous en avez identifié d'autres ? De la régulation, on voit que les rares tentatives marchent en fait assez peu, mais ce que tu pointes déjà vers une direction qui, moi, me semble en tout cas plus intéressante, c'est à chaque fois ce que j'essaie de rappeler, c'est que les technologies, c'est par essence des dispositifs qui sont politiques, dans le sens où ils changent notre manière de faire société les uns avec les autres. Notre manière de draguer, notre manière de nous repérer dans l'environnement, notre manière de nous informer, tout. Là-dessus, ça appelle donc à une réponse qui est de type politique. Et je pense que moi, j'essaye de
de rattacher un petit peu ce que nous, à nos existences, la manière dont on se rattache à ces grands barons de la tech. Et en fait, si on prend l'exemple, par exemple, que tu venais de citer des caméras, pourquoi est-ce qu'il y a 4500 caméras à Nice et qu'en fait, il y a un poste de supervision qui les regarde vaguement, qu'on sait que ça peut vaguement peut-être servir après coup à repérer l'auteur des infractions dans 1% des cas d'après les données de la police. Bon, en fait, c'est que tout ça, c'est extrêmement performatif. Et donc, comment est-ce qu'on lutte là-dessus? C'est que déjà, on essaie de comprendre ce qui nous arrive. En disant, mais en fait, tout ça, c'est du bluff, d'un côté. Vos caméras, elles servent à autre chose que cette espèce de totalitarisme fasciste qu'on a en tête et qu'ils essaient de nous vendre, alors qui peut se manifester par moments, qui est pas du tout à nier. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus doux. Et en fait, là-dessus, je pense qu'il faut aussi... si on reprend en fait un peu dans la construction de tout ça, il y a l'idée d'une société disciplinaire avec des caméras qui nous regardent, et le fait qu'on sache qu'elles nous regardent, ça va modifier la manière dont on se comporte dans l'espace public. Ça, c'est ce qu'avait théorisé le Britannique Bentham à l'époque avec ce qu'on appelle le panoptique. Michel Foucault, après, qui reprend un petit peu ça pour montrer qu'on est en train de constituer des sociétés dans lesquelles on a cette espèce de totalitarisme possible. Et en fait, derrière, il y a Gilles Deleuze qui vient pour dire il y a peut-être autre chose. Et un texte qui est vachement éclairant à lire là-dessus, c'est le post-scriptum sur la société de contrôle, dans lequel il dit en fait, tout ça, c'est beaucoup plus dans l'accompagnement que dans la contrainte, la manière dont ça change nos comportements. Je rattache ça à comment est-ce qu'on agit pour savoir par rapport à quoi est-ce qu'on réagit. C'est vraiment ce truc de dire on est passé en fait d'une idée du Big Brother avec ses caméras, ses ordres, etc., à peut-être quelque chose qui est plus du côté du Big Mother. Je le reprends encore une fois, Alain Damasio qui utilise cette métaphore pour dire non, en fait le néolibéralisme tel qu'il agit aujourd'hui, accompagné par ces technofascismes, c'est aussi quelque chose d'assez enveloppant et qui change à l'échelle vraiment individuelle nos possibilités d'action, en fait. Et c'est pour ça que je pense que comment est-ce qu'on agit, je le rattacherai vraiment dans un cadre très politique de tous et toutes ensemble, voir comment est-ce qu'on peut recréer des liens justement pour lutter contre cette peur de la diversité, comment est-ce qu'on peut s'informer pour savoir ce qu'il en est des caméras, comment est-ce qu'on peut agir contre des discours qui sont en fait des prophéties autoréalisatrices bien souvent. Et ça me semble vraiment important de rappeler cette dimension de la sphère publique, qui est le lieu sur lequel on peut avoir notre point d'attache, quoi. Ouais. Je pense que le péché originel de tout ça, c'est vraiment le pouvoir absolu et radical du chef d'entreprise sur son entreprise. Le fait que, Jean Jaurès disait à l'époque que le seul lieu de la société où la démocratie n'a aucune prise, c'est l'entreprise. Et il se trouve que les CEO, etc., les technofascistes disent oui, exactement, c'est très bien comme ça. C'est pour ça que c'est le seul endroit de la société qui fonctionne bien, où ça va droit. Il faudrait généraliser ça à la société. Donc je pense que voilà, il faut démocratiser les entreprises. Le projet de faire rentrer la démocratie dans l'entreprise doit encore être absolument valable, et doit être un objectif fondamental, parce que c'est là que, disons, le technofascisme deviendra en tant que tel impensable. Mais bon, ça, disons, c'est le projet général. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes en termes de la manière dont on a saboté parfois les pouvoirs de certains technofascistes. Et un exemple auquel je tiens, c'est la situation d'Elon Musk à partir du moment où il a pris la tête du département pour l'efficience gouvernementale. Et pourquoi est-ce qu'il a finalement eu un terme un petit peu plus court que ce qui était prévu ? Le fait qu'il a dû partir précipitamment de son poste, parce que l'action Tesla, à un bout d'un moment, a chuté. Bon, il y avait le fait que spammer des saluts nazis, etc., faire un petit peu n'importe quoi, c'était pas forcément de la bonne publicité. Mais il y a aussi eu des actions de sabotage qui étaient assez intéressantes à ce moment-là, et qui ont contribué à faire chuter l'action de Tesla. Si Musk est l'homme le plus riche du monde, c'est essentiellement
parce que l'action Tesla est largement survalorisée. Tesla vaut plus que l'ensemble de toutes les autres entreprises automobiles qui sont cotées en bourse, ce qui est voilà, une anomalie assez étrange, mais parce que c'est le software de Tesla qui compte, le fait que, voilà, au même titre que les robots vous regardent chez vous, et ben Tesla vous regarde pendant que vous êtes en bagnole et enregistre à 360 degrés tout ce qu'il y a autour de vous, etc. Et c'est ça, finalement, qui fait la valeur de cette entreprise. Bref. Les sabotages ont été tels, en sabotant le logiciel de Tesla, en sabotant les superchargers, les trucs avec lesquels on charge sa Tesla, en sabotant la chaîne d'approvisionnement, etc., en mettant des croix gammées à la clé sur les bagnoles Tesla, en les taguant, bref, un tas de trucs. Les gens se disaient, et c'est ça qui est intéressant dans ce truc de sabotage, c'est pas juste de casser pour casser, il y a une espèce de niveau supérieur où ces sabotages, c'était des formes d'intervention sur le marché, finalement. Parce que les gens se disent, ah bah, dis donc, si j'achète une Tesla, ça va... Je n'ai pas envie d'avoir une croix gammée dès le lendemain, je ne suis pas sûr de l'avoir au bon moment, si ça se trouve, je ne pourrais pas le charger parce que les gens vont casser le superchargeur. Bon, on va peut-être aller voir la concurrence. Ça a eu beaucoup d'impact en Allemagne, parce qu'en plus en Allemagne, ils n'aiment pas trop les saluts nazis, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça, au moins, ils font semblant. Non, je rigole. Non, mais, ça fait chuter le truc, et donc Musk a été obligé d'abandonner ça et de reprendre le contrôle de son entreprise, de faire du damage control, si j'ose dire. Donc voilà, des opérations comme ça, des opérations de sabotage peuvent avoir un certain impact. Et c'est étonnant d'ailleurs que, en ce qui concerne, les data centers, hyperscales, etc., on n'y soit pas venu encore, mais on y viendra tout simplement parce que ces endroits-là auxquels on attribue des espèces de statuts mythiques, c'est juste des usines en fait. C'est des grosses usines avec, toutes les caractéristiques des usines depuis le 19e siècle, dont on parle dans les romans réalistes, dont parlait Karl Marx, etc. C'est juste la nouvelle version des usines. Et donc, toutes les vieilles stratégies du mouvement ouvrier, de l'histoire, du syndicalisme révolutionnaire et blablabla, pourraient marcher dans ce type d'endroit, avec évidemment les mêmes enjeux considérables que ça revêtait pour les patrons du 19e siècle. Et moi, je suis convaincu que ces lieux-là vont être des lieux de lutte et des enjeux d'occupation, de dépossession, peut-être, de socialisation au cours des décennies à venir. J'en mettrai ma main à couper. C'est gentil, c'est gentil. Vous applaudissez pas pour qu'il se coupe la main, j'espère. Loin de moi l'idée de contredire l'appel au sabotage, mais juste un tout petit mot là-dessus sur la question très pragmatique de comment faire, ne me surinterprétez pas. Mais en fait, le sabotage, ça a été hyper important en termes de lutte technologique, notamment dans les mouvements ouvriers. Le mot vient du fait de mettre son sabot dans la machine pour briser la machine. Sauf qu'en fait, c'est plus des usines telles qu'on pouvait les avoir avant, parce qu'en fait, on ne peut plus rentrer dedans, on peut même plus s'en approcher. Dans un data center, il y a 5-10 personnes peut-être qui travaillent dedans. C'est dans des zones militarisées, souvent dans des zones avec des règles spécifiques. Ça, il faut lire le bouquin de Queen Slobodian là-dessus. Et Marseille en est un bon cas. On ne peut pas approcher des data centers, même en tant que journaliste, en faisant des demandes pour y rentrer, etc. On a l'impression de rentrer au cœur du Pentagone. Donc je crois que la question du sabotage des infrastructures, on a vu ce qui s'est passé avec pas mal d'antennes 5G qui avaient été sabotées. Ça a été surveillé d'emblée par la direction antiterroriste. Il y a un contrôle massif qui est là-dessus. Donc, autant c'est intéressant parce que c'est là-dessus que se joue aujourd'hui le pouvoir. Comme tu disais tout à l'heure, les financements des grands patrons de la tech aujourd'hui vont dans les infrastructures. Autant je pense que si on pense en termes de mode de résistance, s'imaginer que nous, on va être capable d'aller couper les câbles sous-marins par lesquels transite le trafic Internet ou d'aller saboter des data centers qui sont de toute manière en double parce que les données sont stockées à différents endroits et on ne sait pas où, on ne sait pas quel type de données sont dans les data centers. Il y a quelque chose d'hyper enthousiasmant là-dedans, mais ça va être très dur à réaliser, je pense. Juste pour le côté très, très pragmatique.
et il me semble en plus qu'il y a une forme d'autorésistance, c'est-à-dire à ce phénomène-là de sabotage en fait de ces infrastructures, parce qu'on se dit ah bah oui, mais si jamais je flingue ce data center, est-ce que c'est pas tout mon compte Instagram qui va péter est-ce que non, mais il y a quand même cette résistance en fait. Oui, non mais ça peut être. Alors non mais en fait le côté trivial de la chose, de se retrouver le matin à scroller, à doom scroller. J'ai perdu tous mes abonnés. C'est ça, l'espèce de truc. Oh merde. Non mais donc il y a un truc en tout cas. Non mais ce qui revient souvent en fait, c'est dans les mouvements en fait qui se coagulent autour de data centers, de résistance, et ce que j'ai pu en observer, c'est que globalement les gens se disent oui, mais en fait ok, il faut quand même bien des data centers parce que nous on a une vie numérique et donc du coup il faut bien que ça existe. Et c'est cette espèce de fatalisme par rapport à son propre usage, en fait, où on se dit, bon, bah, voilà, j'ai un téléphone portable, il faut bien que ça fonctionne, ce truc-là. Pourquoi j'irais défoncer un endroit, en plus, qui est difficilement identifiable? C'est-à-dire qu'une usine, ça se voit, on arrive à définir même la spécialité de l'usine en question. Là, un data center, c'est un entrepôt noir. Il faut savoir que vraiment ce truc-là est implanté. Et puis, bah, en fait, comme tu disais, pour rentrer à l'intérieur de ces infrastructures, en fait, les usines voilà, qui étaient ciblées même au temps des Ludites. En fait, les gens, en fait, c'était littéralement leur outil de travail. Ils allaient dans les tisseries, ils cassaient le machin parce qu'en fait, ils voulaient pas que le patron l'utilise. Mais là, en fait, il n'y a plus personne dedans dans ces infrastructures. D'ailleurs, c'est un peu l'arnaque du siècle parce qu'on promet des milliers d'emplois à chaque fois sur les infrastructures et puis en fait, il y a très peu de boulot. Donc, je pense qu'il y a une forme aussi de résistance un peu à la résistance, quelque part. Merci à tous les trois. On va doucement s'acheminer vers les questions du public qui aura peut-être des pistes de résistance à nous suggérer, mais j'avais quand même envie de moi donner un petit mot. Je pense que c'est aussi grâce à des journalistes comme vous, à des philosophes, des chercheurs qui vont produire du contenu critique sur la tech, le technofascisme, qu'on peut commencer à penser ces résistances. Donc merci pour vos interventions. Et puis dans le public, il y a du coup Chloé et les super bénévoles du Festival des médias indépendants qui vont vous faire circuler la parole si vous avez des questions à poser à nos invités. Peut-être. Vous pouvez les applaudir d'abord. Si ça te va, Léna, on va faire des salves de 3 questions, comme ça. Ou sinon, on prend plusieurs questions d'un coup. Toujours plus, toujours plus. Toujours. Bonjour et merci. En tant que travailleur de la tech, je me demandais, est-ce que vous pensez que la lutte, elle est compatible avec une forme de collaboration avec les acteurs de la big tech, ou est-ce que ça revient nécessairement à adhérer à leur mission? Et je me demandais ensuite si, parce qu'on était beaucoup centré sur les US, et qu'est-ce qu'il en était aussi du technofascisme à l'étranger? À l'étranger, en France ou... Non, je parlais dans les autres continents. De manière générale, Est-ce que c'est un phénomène global? Super. Alors, il y avait une question là-haut. On prend 3 questions, ça sera plus simple. Je ne sais pas si ça vous va. Hop. Bonjour, j'ai une petite question. Aujourd'hui, on voit que tous ces patrons de la tech sont très liés avec le président actuel des États-Unis. Pensez-vous qu'avec une alternative politique aux États-Unis, il pourrait y avoir un changement de paradigme où peut-être si ce sont des démocrates qui sont élus, ils auront une politique peut-être plus restrictive vis-à-vis de ces sociétés de la tech? Bonjour. Donc, suite au panorama que vous nous avez dépeint là,
il y a quelque chose qui est presque séduisant dans le fait d'être carrément anti-tech, en fait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, il y a un bassin très anti-tech. Alors ma question, c'est comment être technocritique sans forcément être anti-tech? Est-ce que c'est bénéfique d'ailleurs de l'être? Voilà. Eh ben, on en a trois. Peut-être vous avez une préférence dans l'ordre dans lequel y répondre? Sur la dernière, parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais à rebours. En fait, est-ce qu'on peut être technocritique en utilisant de la tech? En fait, le problème de notre société, c'est qu'on vit dans un paradoxe. On peut être anticapitaliste, mais à la fin, il faut quand même aller manger. Et donc, on va faire cette course à Franprix ou ailleurs. Et donc, il faut qu'on deal avec cette idée-là en permanence. Et c'est un peu la même chose. On peut être... Pour moi, il me semble que la critique de la tech ne veut pas dire anti-tech au sens strict du terme. Donc, comme j'ai dit, il y a deux types. Il y a une réalité là qu'on a décrite, qui est une réalité industrielle, capitalistique, avec des gens des méchants, etc. Enfin, ils sont pas. C'est un peu plus subtil que ça, mais globalement, c'est pas non plus l'unique modèle qui existe. Et la tech, dans une certaine mesure, peut être effectivement open source, libre, pensée pour le bien commun, nationalisée. Bref, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut arriver à faire et qui peuvent servir en fait le public dans le respect des données, etc. Alors c'est vrai qu'on n'aurait pas d'intelligence artificielle si on respectait le droit de la propriété intellectuelle, puisque par définition, en fait, ils ont tout aspiré et ils ont compensé personne. Mais est-ce que ça serait... en tout cas, on n'aurait pas ce type-là d'intelligence artificielle générative, mais on aurait certainement d'autres modèles plus vertueux, plus comment dirais-je, respectueux de la propriété intellectuelle des uns et des autres. Donc, oui, je pense qu'on peut arriver à faire ça, mais en fait, il faut viser ce modèle, cet autre modèle, et en faire, dès qu'on peut, la démonstration pratique, c'est-à-dire de préférer des solutions open source à des solutions purement propriétaires, fermées. Voilà, il y a des guides qui permettent de nous aiguiller là-dessus assez clairement. Sur la troisième question, peut-être si je comprends bien le côté anti-tech, est-ce que ça flèche vers ce groupe qui s'appelle Anti-Tech Résistance? Pour le dire en deux mots pour le reste du public, c'est un des groupes qui se présente comme étant critique des technologies aujourd'hui, qui fait pas mal parler de lui parce que dans ses membres, dans ses prises de position, il est régulièrement accusé d'être réactionnaire. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il faudrait 1h30 pour parler que de ça, mais en gros, il y a deux courants dans la critique des technologies. Il y en a un qui a viré dans un côté assez réactionnaire, assez conservateur, opposé à la PMA, etc. Et d'autres qui défendent une technocritique beaucoup plus progressiste, décoloniale. Donc je pense que, en tout cas, ça c'est tout à fait possible. Et le fait d'être... de critiquer les technologies n'est pas par essence lié à cette pente potentiellement réactionnaire. Et après, en fait, être anti-tech, souvent quand on parle de la critique des technologies, on dit est-ce que vous êtes technophobe, est-ce que vous êtes contre tout? Et là, je rejoins ce que tu dis, où en fait, c'est une question aussi où nous, on a des existences individuelles qui sont prises dans une société, dans des systèmes socio-techniques plus larges. C'est comme on pourrait tout à fait être, si je prends un exemple, être anticapitaliste, mais il faut bien aller bouffer et acheter sa baguette de pain en utilisant une carte bleue, etc. Donc, il y a plus cette espèce de dualité où je pense que technocritique, c'est vraiment critique au sens de la critique de la raison pure, quoi. C'est comment est-ce qu'on développe une pensée critique vis-à-vis de ces systèmes, et ça, c'est en produisant de la connaissance, en produisant des théories philosophiques là-dessus. J'enchaîne avec la toute première, et je te laisse toi sur les autres dimensions, mais je pense que c'est pas nécessairement un appel à quitter ton travail qu'on est en train de faire. Tu jugeras. Mais tu peux t'inscrire notamment dans ce que Eric Olin Wright avait écrit à propos des stratégies anticapitalistes au XXIe siècle, dans lesquelles il identifie différents types de stratégies anticapitalisme. En fait, il y en a qui vont être de sortir complètement de ça, il y en a qui vont être de rentrer dedans, de faire un peu de l'entrisme, façon appel, bref, comité invisible, pour dire ok, on va rentrer là-dedans et faire des trucs un peu moins pires ou un peu cool. Je pense qu'il s'agit simplement de savoir où t'es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais,
et d'être assez au clair là-dessus. Enfin, encore une fois, il y a un moment où il faut aussi pouvoir manger et on ne va pas te jeter la pierre si tu travailles pour Thales ou quelque chose comme ça. Ouais, avant de parler de Donald, voilà, juste un mot sur le côté anti-tech. Disons que, en ce qui me concerne, quand j'emploie le concept de technofascisme, pour moi, c'était assez évident que le problème, c'était plus le côté fasciste que le côté techno. Mais c'est vrai qu'il y a certains mouvements anti-tech pour eux dire le problème, non, c'est pas le fascisme, c'est la technologie, le vrai problème. Que ce soit fasciste, bon, c'est pas trop. Peu importe, finalement. Ouais. Donc, oui, moi j'aime bien la technologie, hein, mais par contre, le fascisme, pas trop. Voilà, c'est pour résumer ma position. Mais voilà, il y a des gens, c'est l'inverse, il faut le savoir. En ce qui concerne le côté, disons, le rapport de Trump dans tout ça, selon moi, le technofascisme et toutes ces entreprises, etc., bon, elles ont bénéficié, dans un certain nombre de cas, de l'apport de Trump, notamment tous les contrats qu'il a donnés à Palantir. Il y a plein d'autres gens qu'il a arrosé. Il a arrosé certaines entreprises oui, voilà, Elon Musk, évidemment, Jeff Bezos, et puis voilà, il y a eu ce bras de fer entre OpenAI et Anthropic et le département de la guerre des États-Unis pour savoir si on pouvait faire des machines à tuer fully automated, complètement automatisées, etc. Bon, bref, ils essayent de travailler là-dessus. Mais je pense que c'est important de ne pas confondre l'existence de ces mouvements technofascistes avec la seule personne de Trump. Ils existaient avant, ils existeront après. Et dans une économie de marché libérale, ils sont en gros en grande partie hors de l'accès de la puissance publique, simplement parce qu'ils sont à la tête de capitaux privés et qu'on est dans une économie de laisser-faire, telle que, on peut les laisser faire tout ce qu'ils veulent et notamment faire de la politique à l'intérieur même de leurs entreprises. Et dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr qu'un changement de présidence aura un impact aussi considérable qu'on peut l'imaginer. Par exemple, si c'est Gabe Newsom, le nouveau président, qui est le gouverneur de la Californie, j'insiste, de la Californie, ils viennent tous de Californie, de la Californie du Sud. S'il avait voulu réguler quoi que ce soit, ce serait fait depuis longtemps. Bien entendu, au contraire, il les a encouragés. C'est pour ça que la Californie, c'est, je ne sais plus, la 6e économie du monde, je ne sais plus quoi, 5e. Voilà, c'est évident que ce n'est pas Gabe Newsom qui va commencer à casser la gueule de Peter Thiel, quoi. Ça va de soi. Donc voilà, je pense que ça, et c'est pour ça que ça, c'est une question. On n'a pas beaucoup parlé d'impérialisme, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Mais tout ça est lié à, à la puissance et la capacité de projection de l'impérialisme états-unien. Et que je sache, on n'a pas eu des présidents démocrates de mémoire humaine qui ont beaucoup travaillé à saper l'impérialisme des États-Unis, à ma connaissance. Voilà. Ouais, juste pour compléter, en fait, il faut voir aussi que, par exemple, sur l'executive order de Biden qui visait à réguler l'AI, l'intelligence artificielle, en fait, ça a été très largement coécrit avec un certain nombre de lobbyistes de la tech américaine. Pareil, quand on regarde les AI Act en Europe, il y avait près de 2000 lobbyistes à Bruxelles pour pouvoir aider les législateurs à trouver un texte qui soit favorable pour tout le monde. Donc on voit bien que peu importe en réalité le côté démocrate ou républicain, effectivement, il ne risque pas d'y avoir de changement dramatique. Sur la partie technofascisme ailleurs qu'aux États-Unis ou en France, à l'étranger, donc l'autre étranger, je ne sais pas, le reste du monde, quoi. En fait, il faut suivre à la trace en fait, les infrastructures technologiques qui se déploient et voir comment ça se met en place. Afrique du Sud, par exemple, très gros pôle d'implantation de data centers, puisque point d'entrée des câbles sous-marins, il y a un ensemble de facteurs qui favorisent en fait la paupérisation en fait des populations qui se trouvent dans le voisinage de ces data centers
centers, puisque il y a un côté élévation en fait du prix du mètre carré qui fait qu'en fait les gens sont obligés de partir. Il y a de l'expropriation. Au Nigeria, on se retrouve aussi avec les mêmes systèmes. On voit bien que là, dans l'espèce de délire aussi américain de vouloir raser Gaza et d'en faire une Riviera, il y a aussi dans le projet l'ambition de développer des data centers, d'en faire un point technologique important pour faciliter, on va dire, le transit de ces informations. On n'a pas parlé non plus de la volonté un peu séparatiste que ces milliardaires ont en développant en fait des zones libres pour eux-mêmes. Alors il y avait au Venezuela, en Arabie Saoudite, la Neon Line là qui se crée. Enfin il y a une espèce de paradis en fait qu'ils souhaitent se créer pour eux-mêmes, où ils ne seraient pas présents, où les lois ne leur seraient pas appliquées, où ils pourraient échapper fiscalement à l'ensemble des impôts qui pourraient être les ciblés. Donc oui, il y a tout un ensemble d'éléments à travers le monde, que ce soit en Asie, sur le continent africain ou le continent sud-américain, qui montrent bien qu'en fait ça se déploie partout à bas bruit. C'est pas spectaculaire, mais c'est effectivement là. Par exemple, Nastasia en parle beaucoup dans son bouquin avec Olivier Tasquet, et il y a évidemment aussi Ophélie Coelho aussi dans ses travaux qui en parlent beaucoup. Et peut-être un mot sur la dimension moins technofasciste, mais peut-être plus techno-autoritariste, qui est aussi, j'imagine, un phénomène qu'on voit se reproduire dans beaucoup d'États-nations, avec aussi l'exemple paradigmal de la Chine, hein, toujours. Enfin, si vous voulez rebondir ou pas. Ouais, on prend souvent l'exemple de la Chine, mais c'est un cas assez différent, parce que c'est un capitalisme sous contrôle d'État. Non, pardon, c'est le socialisme à caractéristiques chinoises. Non, bon, bah après, je les aime bien. Bon, voilà. Mais c'est très différent, parce que précisément, là, le contrôle de l'État est tel que tout le projet de remplacement de l'appareil d'État par des entreprises privées ou par des applications, des algorithmes, etc., n'existe pas, quoi. Et disons, c'est un autoritarisme un petit peu à l'ancienne, et qui utilise des technologies modernes. Après, comment dire, il y a une espèce de fixation sur certains aspects de l'autoritarisme chinois, comme le crédit social, qui me font souvent un peu hausser les épaules, parce que quand on a vécu aux États-Unis, on sait que le credit score, c'est un truc américain avant tout, quoi. Ils ont juste imité ça, ils ont tenté de le rafistoler un petit peu pour que on mette des côtés de tu souris à la caissière dedans, peut-être pour l'améliorer, que c'est pas juste une affaire de fric. Mais le credit score, c'est le fait que chaque opération économique qu'on fait aux États-Unis avec sa carte de crédit va sur le credit score, c'est-à-dire être un bon payeur, être un bon rembourseur, faire des gros emprunts de préférence et bien les rembourser. Tout ça nous donne un crédit social qui est le credit score, et c'est un truc qui existe aux États-Unis très fort, un peu en Grande-Bretagne, même s'ils l'ont nerf un petit peu, et dans beaucoup de pays de langue anglaise, ou beaucoup de pays qui s'en inspirent. Donc voilà, c'est pas ce qu'on présente, et je pense que voilà, c'est un truc un peu idéologique quand même, ce qu'on présente comme une espèce de caractéristique de l'enfer chinois, et en réalité juste la réponse du Parti communiste chinois à une invention états-unienne, quoi. Ils ont essayé de le refaire à leur sauce, mais tout ça n'a rien, voilà, ça n'a rien de l'espèce de néo-stalinisme, voilà, exclusif à la Chine. Et il y a plein de trucs comme ça, en fait, plein de choses qu'on, dans une espèce, je dirais, d'orientalisme un petit peu, ou de je dirais, de ressucer de la théorie de l'autocrate asiatique, quoi, qu'on prête à la Chine, et qui, en réalité, sont simplement leur version du capitalisme, en fait. Leur version du capitalisme et leur manière de se l'approprier. Donc, voilà, il ne faut pas aller trop vite en besogne sur le caractère nouveau ou particulièrement, étouffant de l'emprise chinoise.
même si, bon, voilà, tout le monde peut critiquer ce système, il est hautement critiquable. Mais souvent, si j'ose dire, il n'est pas critiquable dans son exotisme, mais davantage dans ce qu'il a de similaire à ce que nous-mêmes nous vivons sous le capitalisme en réalité. Mince, voilà. On peut prendre encore 2 questions. Je crois qu'il y avait une dame qui était juste en bas, qui avait une question. Oui, voilà. Et un monsieur qui était juste là aussi. Bon, il y a eu beaucoup de mains levées. J'imagine que tout ça est tellement passionnant. Je suis désolée, c'est frustrant. Ma question va être beaucoup plus simple. Je me faisais la réflexion en échangeant d'autant plus avec ma collègue à côté sur la question de l'outil et de l'usage que l'on en fait. Me venait à l'esprit que comment moi je pouvais un peu lutter en me disant il y a à la place de WhatsApp, il y a Tribal qui existe. À la place de Google, il y a le réseau, Quant. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui existe encore et pourquoi? Alors moi, je ne les connais pas tout, je ne suis pas du tout une experte, mais pourquoi il n'y a pas plus d'autres systèmes d'utiliser des réseaux sociaux ou autres qu'on pourrait garder donc un usage, mais du côté vertueux, en fait. Voilà, c'est juste ma question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'infos là-dessus? Pourquoi il n'y a pas plus dans la tech des gens qui créeraient des réseaux plus vertueux pour lutter un peu contre tout ceci? Voilà. Ouais. Merci déjà pour la clarté de vos interventions. Vous avez beaucoup parlé des grands patrons de la big tech. Est-ce que vous auriez des choses à partager sur la manière dont l'idéologie infuse chez le patronat plus ordinaire, qui constitue la majorité des entreprises qui nous entourent? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la manière dont ça infuse, avec quelles conséquences et quelques exemples peut-être? Je vais tenter quelque chose et vous me compléterez au chemin faisant. Par rapport à ces alternatives, et tu l'évoquais aussi à un moment, c'est tout ce qu'on a appelé à un moment le logiciel libre, etc. En fait, il y a pas mal de personnes qui en reviennent un petit peu ou qui se demandent s'ils n'ont pas été des idiots utiles de la numérisation, dans le sens où ça fait 25 ans, 30 ans qu'il y a du logiciel libre, c'est censé être ainsi que c'est né. Et là-dessus, si vous voulez vraiment une synthèse très précise, c'est l'utopie déchue de Félix Tréguet qui refait tout ce package. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'informations sur ces sujets-là? En fait, tout est dans cette question-là que vous nous posez dans le deuxième temps. En fait, parce que tout le reste est contrôlé par des technologies de type capitalistique, monopolistique, et qui étouffent et qui empêchent les alternatives d'éclore très précisément. Moi, à titre personnel, mais peut-être que vous aurez des versions différentes, j'ai un peu du mal à croire que toutes ces alternatives marginales et assez bien intentionnées pourront en fait un jour détrôner des outils capitalistes qui en fait, comment ça marche? Ils génèrent des bénéfices colossaux à partir de tous les méfaits dont on vient de parler. Ils utilisent ces bénéfices pour se mettre en position de force. Il faut savoir que Google, il paye quelque chose comme 15 milliards chaque année, plus des punitions parce qu'ils trichent avec les règles de la concurrence, pour être d'office sur votre téléphone. Donc nous, on peut essayer d'avoir Mastodon qui est super sympa, etc. Mais en fait, ça sera réservé à une petite poignée de personnes et ça n'arrivera jamais, je pense, à inverser la balance. Donc il y a tous ces trucs-là qu'on peut faire, nous, par hygiène de vie personnelle. Mais je crois que penser que des alternatives qui prospérerait en plus sur des infrastructures qui sont de type colonial, extractiviste et capitaliste, comme les data centers, etc., j'y crois assez peu en tant qu'alternative générale. Voilà. Après, je sonne un peu trop pessimiste. Et le patronat, je pense que vous avez tous les deux des trucs beaucoup plus pertinents à dire là-dessus, mais pour le rattacher un peu avec ce que je disais au tout début, ce qu'on a vu en France, c'est que les patrons de PME, TPE sont en train de massivement basculer vers un soutien vers le Rassemblement national. Et je pense que c'est à rattacher par rapport au changement anthropologique que nous font subir toutes ces technologies qu'on utilise, qui est ce que je disais au début, cette espèce d'intolérance à la diversité, l'altérité, etc. Et ceci compris en plus dans un cadrage de capitalisme, de concurrence qui est exacerbé par ces nouvelles technologies. Je pense que vous aurez des trucs beaucoup plus pertinents sur le sujet que moi. Non, pas spécialement, mais juste un mot. C'est vrai que, comment dire, évidemment, l'influence d'Elon Musk sur les patrons ordinaires est considérable parce que
comment dire, c'est censé être une figure inspirationnelle, et puis il a même été présent dans des films hollywoodiens, etc. Il investit lui-même beaucoup là-dessus. Toute son économie, ça consiste dans la captation des désirs des gens, quoi, pour survaloriser ses entreprises, promettre des trucs d'aller sur Mars, etc. Tout le monde veut être Elon Musk, comme à l'époque c'était Steve Jobs, c'était censé être l'entrepreneur absolu. Aujourd'hui, l'entrepreneur absolu, c'est Musk, et évidemment, il inspire le désir de l'imiter. Mais c'est très rare, malgré tout, dans les patrons français, des vrais technofascistes, parce que le patronat français, il est différent, il est très dynastique. C'est, comment dire, voilà, la plus grande entreprise en France, LVMH, c'est un truc de luxe. Ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y a pas d'entreprise comparable aux entreprises de la Silicon Valley. Mais par contre, il y a un type qui imite vraiment tous les trucs du technofascisme. Enfin, il a pris ce truc de le devenir. C'est Laurent Alexandre, quoi. Je pense que c'est notre seul vrai technofasciste, le fondateur de Doctissimo, là, qui est d'ailleurs effrayant. Il est aussi effrayant à regarder qu'Elon Musk, je trouve. Il a les mêmes discours sur le transhumanisme, etc. Enfin, il a tout. Lui, il a tout pris, quoi. Il a tout. Mais à ma connaissance, c'est le seul qui a vraiment décidé de... En plus, c'est un peu ridicule parce qu'il n'est même pas milliardaire. Il doit juste être multimillionnaire. Il n'a même pas assez d'argent pour être vraiment un type comme ça, quoi. Mais bon, il est tout bib, je crois, alors ça marche. Bon, bref. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment le seul qui a, comment dire, vu comme ça Peter Thiel, et il s'est dit waouh, ça sera moi quand je serai grand, quoi. Il s'est mangé le truc, quoi, comme les jeunes quand ils voyaient Iron Maiden ou les Stones, quoi. Il s'est dit moi je vois, voilà ce que je veux faire, quoi. Mais c'est quand même assez rare de voir la lumière comme ça en regardant Elon Musk ou Peter Thiel, mais voilà. Oui, je crois qu'il y a effectivement dans le patronat qui est très large, ça peut aller du boulanger au garagiste en passant par les start-upers qui sont dans la Silicon Valley parisienne ou voilà, hébergés par certains de la station F. Évidemment que en fait là il y a les cryptos, toute l'économie de la crypto aussi est assez, les crypto-bros qui sont également aussi très là-dedans, hein, quand même très fascinés par Elon Musk, par cette capacité à créer de l'argent et qui repose aussi sur une espèce de privatisation aussi du système monétaire qui est un bien commun et qu'on essaye de séparer en fait de l'État, hein. Donc il y a quand même cette notion-là aussi séparatiste derrière. Je pense qu'en réalité, ce qui se diffuse au sein des gens, des patrons d'entreprise, c'est ce côté-là séparatiste un peu. C'est cette idée de dire, en réalité, pourquoi j'irais être solidaire avec les autres, pourquoi je dois payer des impôts, pourquoi je dois payer des charges sociales, alors, voilà, pourquoi on doit payer tout ça si c'est pour avoir si peu de retour sur investissement. Et donc en fait c'est ce que tu disais, en fait le CEO étant l'entreprise étant cette mini dictature, en fait on se dit ça pourrait marcher comme une entreprise. Et cette philosophie que tu décrivais en fait s'instille au plus bas dans chacun de ces petits patrons, quoi, qui ont l'impression, un peu comme Laurent Alexandre, de se dire en fait je suis le Elon Musk de mon quartier, quoi, et je dois être évidemment exempté de toutes les taxes et impôts, et je dois être éliminé séparé de cette destinée nationale, etc. Et donc ça c'est vraiment, il suffit de discuter un peu avec des petits patrons qui vont vous dire oui mais enfin tu comprends, j'en ai marre de payer des impôts, les écoles sont minables, etc. Et par ailleurs, en fait, j'ai besoin d'argent pour faire ma piscine, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment un petit peu ce truc-là. Je caricature à peine, mais il y a quand même cette dimension-là de je me retire en fait du monde, et ces modèles-là qui sont en plus poussés sur les réseaux par tout un tas d'influenceurs, alors eux qui ont un vrai rôle de relais de la parole d'Elon Musk, parce que Elon Musk est pas tout seul. Il y a une cohorte, une armée de gens qui l'ont pris en modèle et qui essayent de courir, pareil, derrière ces modèles-là. Ils font ce travail comment dirais-je, de prêche vis-à-vis des petits acteurs économiques. Et en fait, oui, sur son Instagram, on va voir, oui, toi aussi, développe en 5 points ta croissance, et puis vous verrez qu'en fait, ça sera bien meilleur, et puis vous ne paierez pas d'impôts, etc. Comment éviter le fisc, comment aller à Dubaï, etc. Sous une pluie de missiles, bref, tout ça, quoi.
Merci à tous les trois. On arrive au bout de ce moment de discussion. Merci beaucoup Gérald, Nicolas, Norman. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Gérald sur Synthmedia, j'imagine sur peut-être ailleurs, si tu as envie de dire, sur les réseaux sociaux perso, pro. Synthmedia.fr, voilà, vous pouvez vous abonner. Il y a une chaîne YouTube, il y a un compte Instagram et évidemment, il y a une newsletter gratuite qui sort tous les mois. Voilà. Abonnez-vous, c'est le moment. Et donc, Plenel, je le fais. Et c'est vachement bien. Voilà, Nicolas sera avec sa BD en librairie qui sort vendredi prochain, Un grain de sable dans la machine, qui raconte du coup le parcours d'une aide-soignante qui est confrontée à la place croissante de la numérisation dans sa vie, son quotidien professionnel et celle des gens qui l'entourent. C'est la BD fiction, c'est ça, fiction, enquête fiction, quoi. Exactement. Pardon, moment promo, aussi un bouquin sur la privatisation de l'eau, mais qui est aussi très lié en fait aux enjeux technologiques qui sort aussi. Voilà, Les Assoiffeurs, je crois que ça s'appelle, et Norman en librairie. Et où sur les réseaux sociaux on peut te retrouver ou... Malheureusement. Vous pouvez trouver mon livre Technofascisme ou partout. Et sinon, c'est moi, Norman Ajari, c'est mon nom sur les réseaux sociaux. J'ai pu, depuis que je suis adolescent, j'ai arrêté d'utiliser des pseudos marrants. Donc c'est juste moi, quoi. Sur Instagram, c'est mon meilleur réseau si vous avez à choisir. Voilà. Merci à tous les trois, merci à tous et une belle journée de festival. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.